Chapitre 2. Comme tu le sais, avant ta naissance, j'étais enseignant dans une université américaine, commença-t-il à voix basse. J'avais fait de longues années d'études pour devenir professeur. Je me destinais d'abord à la littérature, mais je m'aperçus que j'aimais les histoires vraies plus encore que les récits imaginaires. Tous les textes littéraires que je lisais me conduisaient inexorablement à une sorte d'exploration de l'histoire. Je décidai donc de me consacrer à cette matière. Et je suis très heureux que tu t'y intéresses toi aussi. Ce soir-là, c'était un soir de printemps. J'étais étudiant en troisième cycle et je travaillais dans la bibliothèque de l'université. Il était tard et j'étais seul au milieu des rangées et des rangées de livres, lorsque, en levant les yeux de mon travail, je m'aperçus qu'on avait glissé par erreur un volume parmi les miens, sur la petite étagère au-dessus de mon pupitre. Sur le dos de ce livre figurait un dragon, vert sur le cuir pâle. Ne me rappelant pas avoir déjà vu cet ouvrage, ni ici ni ailleurs, je le posai devant moi et le feuilletai presque machinalement. La reliure était douce, en cuir patiné par le temps, le papier apparemment très ancien. Il s'ouvrit tout seul au milieu. Là, sur les 2 pages centrales, je découvris une gravure horrible représentant un dragon aux ailes déployées, avec une longue queue en anneau, crachant du feu par les noisaux, toute griffe dehors. Entre ses pattes, il tenait une bannière sur laquelle était tracé un seul mot en lettres gothiques, Draculia. Je reconnus instantanément ce nom et songeai au roman de Bram Stoker. Je ne l'avais pas encore lu à l'époque, ainsi qu'au cinéma de quartier de mon enfance, où nous avions tous frémi en voyant Bela Lugosi se pencher sur la nuque tendre d'une starlette. La graphie ici utilisée, néanmoins, était étrange, et le livre très ancien. En tant qu'étudiant d'histoire, le passé de l'Europe me passionnait, et je me remémorais brusquement un détail d'une de mes lectures. Le nom de Dracula avait pour racine un mot latin signifiant dragon ou diable. C'était là le titre honorifique, si j'ose dire, de Vlad Tepes, l'empaleur de Valachie, un prince des Carpates qui torturait ses sujets comme ses prisonniers de guerre avec une cruauté inimaginable. J'étudiais le commerce à Amsterdam au XVIIe siècle. Je ne voyais donc aucune raison plausible pour qu'un ouvrage traitant de l'empaleur des Carpates m'ait été attribué. Il avait dû atterrir ici par erreur, probablement à la suite de la commande d'un autre lecteur, un de mes voisins de table parti à cette heure, et qui travaillait sur l'histoire de l'Europe centrale ou sur les symboles féodaux. Je feuilletai le texte. Quand on manipule les livres à longueur de journée, tout nouvel ouvrage est un ami et une tentation. À ma stupéfaction, toutes les autres pages, oui, chacune des feuilles à la délicate couleur ivoire, étaient totalement blanches. Il n'y avait pas de titre ni de nom d'auteur, sans parler du lieu ou de la date d'édition. Rien, pas de carte, pas de page de garde, pas d'autres illustrations que le dragon. Et nulle part trace de la moindre marque distinctive. Un livre vide, vierge, où ne figurait même pas le tampon de la bibliothèque, pas plus que l'indispensable numéro de classement. Je n'en croyais pas mes yeux. Après avoir examiné le livre plusieurs minutes, je le reposai sur mon bureau et descendis au premier étage, dans la salle des catalogues. Il y avait effectivement une fiche sur Vlad III Tepes de Valachie, 1431-1476, voire aussi Valachie, Transylvanie et Dracula. Je décidai de me reporter d'abord à une carte. Je découvris que la Valachie et la Transylvanie étaient en réalité 2 anciennes régions de ce qui forme aujourd'hui la Roumanie. La Transylvanie paraissait plus montagneuse, la Valachie la bordant au sud-ouest. Dans les rayons, je découvris ce qui semblait être la seule source de la bibliothèque sur le sujet. Une étrange petite traduction anglaise d'une série de pamphlets sur Dracula datant des années 1890. Les textes originaux avaient été imprimés à Nuremberg dans les années 1470-1480, certains donc du vivant même de l'empaleur. La mention de Nuremberg éveilla en moi un écho trouble. Quelques années auparavant, j'avais suivi avec la plus grande attention le procès des dignitaires du régime nazi qui s'était déroulé dans cette ville.
Trop jeune d'1 an pour partir à la guerre, je m'étais intéressé à l'après, avec la ferveur chagrine des exclus. Le frontispice du recueil de pamphlets reproduisait une grossière gravure sur bois, un buste d'homme au cou de taureau, aux yeux sombres et tombants, portant une longue moustache et un chapeau orné d'une plume. L'image était étonnamment vivante compte tenu de la médiocre qualité de la sculpture. J'aurais dû me remettre à mon propre travail, je le savais, mais je ne pus m'empêcher de lire le début d'un pamphlet. L'auteur anonyme y dressait la liste de quelques-uns des crimes de Dracula contre son propre peuple, et également contre d'autres communautés. Je pourrais citer de mémoire ce qui était écrit, mais je préfère t'épargner ça. C'était parfaitement horrible. Je refermai le petit livre d'un geste sec et regagnai ma place. Le commerce hollandais au XVIIe siècle absorba toute mon attention jusqu'aux alentours de minuit. Je laissai l'étrange volume anonyme bien en évidence sur ma table de travail, espérant que son vrai propriétaire se rendrait compte de l'erreur et le trouverait le lendemain, puis j'allais me coucher. Au matin, je dus assister à un cours. J'étais fatigué par ma longue nuit studieuse, mais, pendant la coupure de midi, j'avalai 2 tasses de café dans une brasserie avant de retourner à mes recherches. Non seulement le livre était encore là, mais une main l'avait rouvert à la double page du dragon. Après ma courte nuit et ce déjeuner exclusivement composé de café noir, mon sang ne fit qu'un tour, comme on disait dans les romans d'autrefois. J'examinai de nouveau l'ouvrage avec plus d'attention. L'image centrale représentait sans conteste une gravure sur bois, un motif médiéval peut-être, une réussite artisanale en tout cas. Je songeais qu'il devait avoir une certaine valeur marchande, voire sentimentale, pour l'un des étudiants de l'université, puisque, à l'évidence, il n'appartenait pas à la bibliothèque et s'apparentait à une pièce rare. Je n'étais cependant pas d'humeur à m'extasier sur ce satané bouquin. Je le refermai avec un peu d'énervement et m'installai pour prendre des notes sur la guilde des marchands d'Amsterdam jusqu'à la fin de l'après-midi. En quittant la bibliothèque, je m'arrêtai au bureau du prêt et remis le volume sans nom à l'un des employés avec quelques mots d'explication. Il me promit distraitement de le déposer au bureau des objets trouvés, où les livres oubliés s'entassaient entre parapluies et paires de gants. Le lendemain matin, à 8 heures, je retournai à la bibliothèque pour plancher sur mon chapitre. Le livre m'attendait à ma place, ouvert sur son unique et hideuse illustration. Cette fois, je ressentis de l'irritation, persuadé que l'employé n'avait rien écouté à mon histoire. Je posai vivement le volume sur mon étagère et m'attelai à mon travail en m'interdisant de le regarder. En fin de journée, j'avais rendez-vous avec mon directeur de thèse, et comme je rassemblais mes affaires pour le rejoindre, je saisis le livre ancien et l'ajoutai à mes propres affaires. J'avais agi sur une impulsion. Je n'avais aucune envie de le conserver, mais le professeur Rossi raffolait des énigmes, et je pensais que celle-ci avait des chances de le passionner. Qui sait? Peut-être ses vastes connaissances sur l'histoire de l'Europe lui permettraient-elles de la résoudre. Je retrouvais généralement Rossi après son cours de l'après-midi, mais j'aimais me faufiler un peu plus tôt dans la salle pour avoir le plaisir de le voir en action. Ce semestre-là, son enseignement portait sur la Grèce antique en général et le monde mycénien en particulier. J'avais assisté à la fin de plusieurs de ses cours sur le sujet, toujours époustouflant d'érudition et d'une force dramatique qui devait tout à son exceptionnel talent d'orateur. Je me glissai donc au dernier rang pour l'entendre conclure une conférence sur la restauration du palais crétois de Minos par Sir Arthur Evans. La salle, un vaste auditorium gothique pouvant accueillir 500 étudiants, baignait dans une semi-pénombre. Le silence quasi religieux rappelait celui d'une cathédrale. On aurait entendu une mouche voler. Tous les regards étaient rivés sur la silhouette élégante du conférencier. Le professeur Rossi se tenait au centre de l'estrade, debout dans la lumière crue des projecteurs. La plupart du temps, il marchait de long en large, explorant des théories à voix haute, comme s'il discutait avec lui-même dans l'intimité de son bureau. Parfois aussi, il s'immobilisait d'un seul coup, pétrifiant les étudiants d'un regard intense, d'un geste péremptoire, d'une déclaration à l'emporte-pièce.
Il dédaignait le fauteuil, les micros, et ne recourait jamais à des notes, même si, occasionnellement, il projetait des diapositives, tapotant l'immense écran du bout de sa longue règle, comme pour mieux enfoncer ses mots et les images dans la tête de ses auditeurs. Il lui arrivait aussi de se laisser emporter par l'enthousiasme, au point de sautiller littéralement sur place, bras levés. Le bruit courait qu'il avait dégringolé un jour de l'estrade en pleine envolée sur les vertus de la démocratie au siècle de Périclès, et qu'il était remonté aussi sec sur son perchoir, sans interrompre son cours une seule fraction de seconde. Je n'avais jamais osé lui demander si l'histoire était vraie. Aujourd'hui, le bouillant professeur était d'humeur pensive et marchait de long en large, les mains dans son dos. Sir Arthur Evans, ne l'oubliez pas, messieurs. Je te parle d'une époque où seuls les garçons allaient à l'université, alors que toi, ma chère fille, tu pourras t'inscrire où tu le souhaiteras. A restaurer le palais du légendaire roi Minos à Knossos, en recourant pour moitié aux vestiges retrouvés sur place, et pour moitié à sa propre matière grise. Autrement dit, il a donné corps à sa vision personnelle de la civilisation minoenne. Sur ce, il contempla le plafond au-dessus de nos têtes. Evans disposait de peu de documents d'archives et devait composer essentiellement avec des hypothèses et des mystères. Au lieu d'opter pour une architecture à peu près conforme à la réalité historique, ou supposait-elle, il n'a pas hésité à puiser dans son imagination pour recréer un palais grandiose, absolument fabuleux, et fabuleusement faux, historiquement parlant. A-t-il eu tort d'agir ainsi? Rossi s'interrompit pour promener un regard vaguement mélancolique sur la forêt de crinières frisottées, de mèches rebelles de coupe en brosse, qui couronnait le visage attentif de ses jeunes auditeurs. 500 pères Dieu le dévisagèrent en retour. Eh bien, je crois que je vais vous laisser méditer sur cette grande question. Il sourit, tourna brusquement les talons et quitta les feux des projecteurs. Il y eut quelques secondes d'un silence suffoqué, puis les étudiants se mirent à parler fort et à rire tout en rassemblant leurs affaires. Rossi s'asseyait généralement sur le bord de son bureau à la fin du cours pour répondre aux questions de ses disciples les plus fervents. Cette fois encore, il se prêta au jeu avec son sérieux et sa bonne humeur habituelle, jusqu'à ce que le dernier étudiant soit parti. Alors, j'allais le rejoindre. Paul, mon ami, allons nous mettre à l'aise chez moi et deviser un peu en hollandais. Il me tapa affectueusement sur l'épaule et nous partîmes côte à côte. Le bureau de Rossi m'amusait parce qu'il défiait l'image conventionnelle de l'antre professoral en perpétuel désordre. Ici, c'étaient des livres soigneusement alignés sur des étagères, une petite machine à expresso ultramoderne près de la fenêtre pour assouvir son besoin de caféine, des plantes vertes qui ne manquaient jamais d'eau sur sa table de travail. Lui-même était toujours vêtu avec élégance, pantalon en tweed, chemise blanche et cravate. Son visage était façonné dans un moule typiquement britannique, avec des traits acérés et des yeux d'un bleu intense. Il m'avait confié un jour que son père, un Toscan immigré dans le Sussex, lui avait laissé pour seul legs son amour de la bonne chair. Rien d'italien en lui. Contempler Rossi revenait à observer un univers aussi bien ordonné que la relève de la garde à Buckingham Palace. Je parle de son apparence, car il en allait tout autrement de son esprit. Même après 40 ans de rigueur et d'autodiscipline, Rossi continuait à déverser, en bouillonnant, son trop-plein d'érudition et à chercher inlassablement des réponses à l'inexpliqué. Sa production encyclopédique lui avait valu depuis longtemps le respect d'un monde de l'édition qui ne se limitait pas à la presse universitaire. À la minute où il terminait un livre, il en commençait un autre, et le plus souvent sur un sujet aux antipodes. Résultat, des étudiants venus d'horizons complètement différents souhaitaient travailler avec lui, et tous m'enviaient la chance de l'avoir pour directeur de thèse. Rossi était aussi et surtout l'ami le plus gentil et le plus chaleureux qu'il m'ait été donné de rencontrer. Bon, ce n'est pas tout ça, attaqua-t-il en branchant sa cafetière et en me faisant signe de m'asseoir. Comment avance cette thèse? Je lui fis le point sur mes dernières semaines de travail,
Puis nous discutâmes un moment du commerce entre l'Autriche et Amsterdam au début du XVIIe siècle. Il servit son délicieux café dans des tasses en porcelaine, et nous nous adossâmes tous les deux à nos chaises, de part et d'autre de son grand bureau, pour le déguster à notre aise. La pièce était baignée par cette belle lumière blonde qui descendait toujours à cette heure, un peu plus tard chaque soir, maintenant que le printemps s'installait. Puis, je me rappelais mon cadeau. Je vous ai apporté une curiosité, Rossi. À la bibliothèque, quelqu'un a laissé par erreur à ma place un objet assez morbide. Comme personne n'est venu le réclamer depuis 2 jours, j'ai pris sur moi de l'emprunter quelques heures pour vous le montrer. Voyons cela. Il posa sa tasse et tendit la main vers mon livre. Très jolie reliure, vraiment. Ce cuir pourrait même être une sorte de vellum, très épais. Et le dos est estampé d'un... Un froncement de sourcils creusa son visage. Ouvrez-le, suggérai-je. Je ne parvenais pas à m'expliquer la soudaine accélération de mon rythme cardiaque, tandis qu'il s'apprêtait à vivre la même expérience que moi, face au livre presque blanc. Ses mains l'ouvrirent exactement au centre. De ma place, je ne pouvais pas distinguer l'image, mais je le voyais lui, en train de la fixer. Une gravité soudaine se peignit sur ses traits, un visage figé que je ne lui connaissais pas. Il feuilleta les autres pages, en remontant vers le début, puis en redescendant vers la fin, tout comme je l'avais fait. Mais son expression sinistre ne se mua pas en surprise. C'est cela. Vierge, murmura-t-il. Il le reposa, ouvert, sur son bureau. Entièrement blanc. Étrange, n'est-ce pas? Mon café refroidissait dans ma main. Très. Mais il n'est pas vierge parce qu'il n'a pas été terminé. Il l'est délibérément, avec une redoutable efficacité, pour mettre en valeur l'ornement central. Oui, oui, c'est comme si la créature avait dévoré tout ce qui était autour. J'avais commencé ma phrase, porté par une sorte d'enthousiasme, mais les derniers mots m'échappèrent lentement. Rossi semblait incapable de détacher ses yeux de l'image déployée devant lui. Enfin, il referma le livre d'un geste décidé et avala son café d'une gorgée. Où l'avez-vous trouvé? Eh bien, comme je vous l'ai dit, quelqu'un l'a déposé par erreur à ma place de bibliothèque il y a 2 jours. J'aurais peut-être dû le remettre immédiatement au contrôle, mais je suis persuadé qu'il appartient à quelqu'un. Alors, je ne l'ai pas fait. Oh, aucun doute là-dessus, dit Rossi en me regardant, les paupières plissées. Il appartient effectivement à quelqu'un, et je sais bien qui. Pardon? Vous savez? Oui. Le livre est à vous. Non, je l'ai simplement trouvé à ma place de... L'expression de son visage gela les mots sur mes lèvres. Effet trompeur de la lumière qui entrait par la fenêtre poussiéreuse, il paraissait avoir vieilli de 10 ans. Professeur, que voulez-vous dire par le livre est à vous? Rossi se leva lentement, s'avança vers la bibliothèque d'angle et monta les 2 marches de l'escabeau en bois pour extirper du rayonnage du haut un petit volume sombre. Il le contempla pendant 1 minute, comme s'il répugnait à le mettre dans mes mains. Puis, il me le tendit. Que pensez-vous de ça? Ça, c'était un livre ancien, recouvert de velours brun. Son aspect rappelait celui d'un missel ou d'un livre d'heures, mais il ne portait aucune inscription, ni sur la couverture, ni sur le dos, qui aurait permis de l'identifier. Les pages étaient scellées par un fermoir couleur bronze qui glissa sur le côté sous la pression de mon pouce. Le livre s'ouvrit au milieu, et là, trônant sur la double page centrale, je reconnus je dis bien mon, dragon. Cette fois, il s'étalait jusque sur la tranche, ses griffes déployées, sa gueule béante montrant ses crocs monstrueux, déployant la même bannière sur laquelle se détachait le même nom en lettres gothiques. Naturellement, poursuivit Rossi, j'ai eu tout le temps de me pencher sur le problème, et j'ai identifié la gravure. Elle vient d'Europe centrale et remonte aux années 1512, ce qui signifie qu'elle aurait pu servir d'illustration à un texte imprimé, s'il y avait eu un texte, naturellement. Je tournai lentement les feuilles délicates. Pas de titre sur les premières pages.
Non, bien sûr, je le savais déjà. Étrange coïncidence. Mon exemplaire a été éclaboussé par de l'eau de mer, peut-être à l'occasion d'un voyage sur la mer Noire. Mais les meilleurs experts que j'ai consultés ont été incapables de reconstituer son périple. Et oui, vous voyez, j'ai poussé la curiosité jusqu'à faire procéder à une analyse chimique dans un institut scientifique. Il m'en a coûté 300 $ juste pour apprendre qu'à un moment donné de son existence, probablement avant 1700, cet ouvrage avait séjourné dans un environnement saturé en poussière de pierre. Je me suis même rendu à Istanbul dans l'espoir d'en apprendre plus sur ses origines. Mais le plus curieux de l'affaire est encore la façon dont je suis entré en possession de ce livre. Il tendit la main et je lui rendis son bien avec soulagement. Vous l'avez acheté quelque part? Figurez-vous que je l'ai trouvé moi aussi à ma place quand j'étais étudiant en 3e cycle. Un frisson me parcourut de la tête aux pieds. Je le réprimai gêné. Quelle place? Mon pupitre, comme vous. Ils existaient déjà, vous savez. La tradition remonte au monastère du 7e siècle. Mais qui? Comment? Il s'agissait d'un cadeau? Peut-être. Rossi sourit d'un air étrange. Il semblait contenir avec peine son émotion. Un autre café? Volontiers, articulai-je, la gorge sèche. Mes tentatives pour retrouver son propriétaire se soldèrent par un échec, et le bibliothèque ne put l'identifier. Même la bibliothèque du British Museum n'avait jamais eu vent de l'existence de ce livre. Elle m'offrit d'ailleurs une très grosse somme d'argent pour l'acquérir. Mais vous ne souhaitiez pas le vendre. Non, j'aime trop les énigmes, comme vous le savez. Tout étudiant en histoire digne de ce nom rêve d'être un jour confronté à un mystère surgi du passé. C'est notre récompense de contempler le fascinant visage de l'histoire et de lui dire « Je sais qui tu es, d'où tu viens, tu ne me tromperas pas. » Quelle est votre opinion alors? Pensez-vous que la gravure de votre livre a été réalisée par le même imprimeur à la même époque que le mien? Ses doigts pianotèrent sur le rebord de la fenêtre. Oh, j'ai cessé de m'interroger à ce sujet depuis des années. J'ai essayé, tout au moins, même si d'une certaine façon, je sens toujours sa présence là, derrière moi. Il montra d'un geste la crevasse sombre sur l'étagère de la bibliothèque, au milieu de la rangée de livres. Le rayonnage du haut est réservé à mes échecs et à des questions sans réponse auxquelles je préfère éviter de penser. Mais maintenant que vous avez son frère jumeau entre les mains, peut-être réussirez-vous à ajuster les pièces du puzzle. Il est impossible que les 2 exemplaires ne soient pas liés l'un à l'autre. Il est impossible qu'ils ne soient pas liés l'un à l'autre. Sa voix me parvint comme un écho caverneux, malgré le chointement de la cafetière électrique. L'impatience et une certaine fébrilité, sans doute causée par le manque de sommeil accumulé depuis quelques jours, me poussèrent à le questionner plus avant. Et vos recherches? Vous avez dit avoir mené une enquête. Avez-vous essayé d'en apprendre davantage? J'ai essayé, en effet. Il s'assit et saisit sa tasse entre ses doigts. J'ai bien peur de ne pas vous devoir qu'une simple explication, déclara-t-il d'une voix douce. Mais également des excuses. Si, vous comprendrez pourquoi. Même si je n'ai jamais eu la volonté de léguer un pareil héritage à l'un de mes étudiants. Pas consciemment en tout cas. Et à vous moins qu'à quiconque. Il me sourit avec affection, mais aussi, à ce qu'il me sembla, avec tristesse. Avez-vous entendu parler de Vlad Tepes l'Empaleur? Oui, Dracula, un prince féodal des Carpates, connu au cinéma sous les traits de Bela Lugosi et de beaucoup d'autres après lui. C'est cela, une très vieille famille, avant que le plus abominable de ses membres accède au pouvoir. Vous êtes-vous renseigné sur lui à la bibliothèque? Oui? Mauvais signe. Quand le livre est tombé entre mes mains, de façon si étrange, je me suis immédiatement documenté moi aussi. D'abord sur lui, puis sur la Transylvanie, la Valachie, les Carpates. On pourrait parler d'une obsession fulgurante. Je me demandais s'il ne s'agissait pas d'un compliment déguisé. Rossi aimait que ses étudiants travaillent dans l'excellence. Mais je gardais le silence,
de peur de briser le fil de son récit. Il était toujours si actif qu'il pouvait s'interrompre à tout moment, changer de sujet ou clore l'entretien avec sa brusquerie chaleureuse. Les Carpates, une région de tout temps imprégnée de mysticisme aux yeux des historiens. L'un des étudiants d'Occam s'y est rendu, à Dodane, je crois, et a tiré de son expérience un petit récit amusant intitulé Philosophie de l'horreur. La vie de Dracula a fait l'objet de tant de récits qu'il ne reste plus grand-chose à explorer. Le prince de Valachie régna au XVe siècle et fut un souverain redouté et haï tout à la fois par les Ottomans et par son propre peuple. Il s'agit sans aucun doute de l'un des tyrans les plus sanguinaires que l'Europe médiévale ait connue. Les chroniques rapportent qu'il aurait fait massacrer, au cours de son règne, plus de 20 000 personnes en Valachie et en Transylvanie. Dracula signifie fils de Dracule, autrement dit fils du dragon. De fait, son père appartenait à l'Ordre du Dragon, une société militaire à caractère religieux fondée par l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Cette confrérie avait pour but de défendre l'Europe contre la menace du puissant Empire ottoman. Dans le cadre d'un pacte d'alliance avec le sultan, il confia son fils à la garde des Turcs pendant 2 ans, et ce serait en observant les méthodes de torture des Ottomans que Dracula aurait acquis, en partie, son goût pour la cruauté. Rossi secoua la tête. Quoi qu'il en soit, Vlad l'Empaleur fut tué dans une bataille contre les Turcs, ou peut-être accidentellement par ses propres soldats, et enterré dans un monastère sur une île située sur le lac Snagov, aujourd'hui possession de notre camarade socialiste, la Roumanie. Et son souvenir terrifiant devint une légende, perpétuée par des générations et des générations de paysans superstitieux. C'est à la fin du XIXe siècle qu'un romancier fantasque et mélodramatique, Abraham Stoker, récupéra le nom de Dracula pour l'attribuer à une créature de son invention, un vampire. Vlad Tepes était un monstre sanguinaire, certes, mais ce n'était pas un vampire, bien évidemment. Attention, le nom de Vlad n'est mentionné nulle part dans le roman, mais Stoker a utilisé certains thèmes récurrents rattachés aux vampires et à la Transylvanie, bien qu'il n'y ait lui-même jamais mis les pieds, et que le vrai Dracula ait régné sur la Valachie, au sud de la Transylvanie. Au XXe siècle, Hollywood s'est emparé du sujet avec le succès que l'on sait, et depuis, le mythe perdure et renaît inlassablement, toujours aussi vivace. Mais pour ma part, je ne vois pas là de quoi se réjouir. Rossi posa sa tasse sur le côté et joignit les mains devant lui. Pendant un moment, il parut incapable de continuer. Je peux sourire de la légende, qui a été monstrueusement commercialisée, mais pas du résultat de mes recherches. En fait, j'ai renoncé à les publier en raison même de cette légende. Je savais qu'à cause d'elle, on ne les prendrait pas au sérieux. Mais j'avais aussi un autre motif. Cette révélation me laissa pantois. Rossi exploitait toutes ses pistes, même les plus anodines. C'était l'une des raisons de sa production, gigantesque d'ailleurs, de son intéressable génie. Il incitait ses étudiants à en faire autant, à ne rien laisser perdre. Ce que j'ai découvert à Istanbul était beaucoup trop grave pour m'exposer à ne pas être pris au sérieux. Peut-être ai-je eu tort de décider de garder cette information, c'est le terme qui convient pour moi. Mais chacun de nous a ses propres superstitions. La mienne est celle d'un historien. J'avais peur. Il croisa mon regard et soupira, comme s'il était réticent à poursuivre. Toutes les études sur Vlad Dracula avaient été effectuées à partir des monumentales archives d'Europe centrale et de sa région natale. Mais il avait commencé sa carrière sanguinaire en s'exerçant sur les Turcs, et je me suis rendu compte que personne, jamais, n'avait pensé à aller chercher de la matière sur la légende de Dracula à la source même, autrement dit dans l'Empire ottoman. C'est ce qui me conduisit à Istanbul, une petite incursion secrète au détour de mes recherches officielles sur l'économie de la Grèce à l'époque mycénienne. Oh, j'ai publié tout le barda grec à mon retour, sans faire un pli. Quant au reste... Il resta silencieux un moment, les yeux tournés vers la fenêtre.
Je suppose que je ferais mieux d'aller droit au but, de vous révéler simplement ce que j'ai découvert dans les archives d'Istanbul, et d'essayer de ne plus y penser. Après tout, vous avez hérité de l'un de ces charmants petits livres. L'air grave, il posa la main sur la pile formée par les deux ouvrages. Si je ne vous le révèle pas, vous emprunterez les mêmes sentiers que moi, avec peut-être plus de risques encore. Il sourit avec un peu d'amertume, le regard fixé sur le bureau devant lui. À défaut d'autre chose, je vous épargnerai au moins des heures d'écriture. Ma gorge desséchée fut incapable d'émettre un son. Où diable voulait-il en venir? Serait-il devenu fou? Subitement, l'idée que j'étais confronté à une facette inconnue et pour le moins bizarre du sens de l'humour de mon mentor me traversa l'esprit. Peut-être me jouait-il une farce. Il possédait 2 exemplaires du livre ancien et m'en avait glissé un incognito, sachant pertinemment que je finirais par le lui apporter. Et moi, j'étais tombé dans le panneau. Mais dans la lumière blafarde de sa lampe de bureau, son visage paraissait grisâtre, ses joues mal rasées, avec des ombres autour des yeux qui en aspiraient la couleur et l'humour. Je me penchai en avant. Qu'essayez-vous de me dire? Dracula. Il s'interrompit, puis reprit d'une voix sourde. Dracula. Vlad Tepes. Il est toujours en vie. Bonté divine, s'exclama brusquement mon père en regardant sa montre. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Il est presque 19 heures. J'enfonçai mes mains froides dans les poches de ma veste bleu marine. Je n'ai pas vu le temps passer. Mais continue ton histoire. Ne l'arrête pas maintenant, je t'en prie. Le visage de mon père me parut irréel l'espace d'un instant. Jusqu'à aujourd'hui, je n'avais jamais envisagé la possibilité qu'il puisse être, je ne sais pas comment dire, mentalement instable. Sa raison aurait-elle vacillé quelques minutes pendant qu'il me racontait cette histoire à dormir debout? Il est trop tard pour ce soir. Mon père prit sa tasse et la reposa aussitôt. Je m'aperçus que ses mains tremblaient. Papa, s'il te plaît, insistai-je. Il fit celui qui n'entend pas. De toute façon, mon récit a dû ou te faire peur ou t'ennuyer. Tu souhaitais probablement entendre une bonne histoire de dragon. Il y avait un dragon dans celle-là, murmurai-je. Je tentais de me persuader qu'il avait tout inventé. Tu me raconteras la suite demain, n'est-ce pas? Mon père se frotta les bras, comme pour se réchauffer, et je vis à son visage sombre, fermé, qu'il était farouchement résolu à ne pas ajouter un mot à ce sujet. Nous ferons mieux de chercher un endroit où dîner. Nous pourrions commencer par déposer nos bagages à l'hôtel touriste. Qu'en penses-tu? Bonne idée. De toute façon, on va finir par nous mettre dehors si nous ne partons pas. De ma place, je voyais la serveuse blonde adossée au bar. Elle semblait se moquer éperdument que nous restions ou non. Mon père sortit son portefeuille, aplatit plusieurs de ces gros billets délavés sur lesquels un mineur ou un fermier arbore le même sourire héroïque, et les déposa dans le plateau en étain. Nous nous frayâmes un passage entre les tables et les chaises en fer forgé jusqu'à l'entrée en buée. La nuit était tombée d'un coup, une nuit d'Europe de l'Est, froide, mouillée, avec du brouillard en suspension. La rue était presque déserte. Garde ta capuche, dit mon père, comme il le faisait toujours. Nous allions sortir du couvert des platanes ruisselants pour traverser la rue, quand il s'immobilisa et me ramena brusquement en arrière, les 2 bras autour de mes épaules, dans un geste protecteur, comme si une voiture avait surgi de nulle part pour nous renverser. Mais il n'y avait pas la moindre voiture en vue, ni âme qui vive, et la lumière jaune des réverbères faisait miroiter la chaussée mouillée. Mon père lança un regard perçant à gauche et à droite. Pour moi, il n'y avait personne, mais les bords de ma capuche me masquaient partiellement la vue. Il resta un long moment aux aguets, aussi immobile qu'une statue, puis il se détendit avec un soupir et m'entraîna vers notre hôtel, en parlant de ce que nous commanderions à dîner après avoir déposé nos bagages.